J'ai 5 livres dont je veux vous parler et il y a à la fois de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique. Hey, salut, c'est Loli de la chaîne Olifant, j'espère que vous allez bien. Cette update lecture va être placée sous le signe de la variété, un petit peu comme le précédent. Allons-y sans plus tarder. Le premier livre dont je veux vous parler, je ne l'ai pas sous la main pour vous le montrer, mais je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Il s'agit d'un court roman intitulé Carmilla de l'auteur irlandais Joseph Sheridan Le Fanu, paru en 1872. C'est un récit gothique prédécesseur du célèbre Dracula, qui paraîtra 15 années plus tard. D'ailleurs, Bram Stoker, qui est lui aussi irlandais, aurait ouvertement admis l'influence de Carmilla sur son œuvre. On a tout ce qui fait le sel d'un bon récit vampirique. L'étrangeté qui s'installe progressivement, une certaine sensualité, les ruines d'un château perdu au beau milieu d'une forêt, et même une figure de docteur providentiel qui arrive vers la fin de l'histoire et qui est très probablement la source d'inspiration pour le futur professeur Van Helsing, qui lui aussi est docteur. Ici, le vampire n'est pas un homme, mais une jeune femme mystérieuse qui va débarquer dans la famille d'une autre jeune fille très innocente qui, elle, ne se doute absolument de rien et ne va rien voir venir, contrairement à vous. Le sentiment de malaise grandissant vient un petit peu de ce décalage entre l'innocence et la naïveté de l'héroïne et notre savoir à nous lecteurs, puisque contrairement aux lecteurs de l'époque, on sait très bien ce qui va arriver et on appréhende, et c'est de ça qu'on peut un petit peu avoir peur. Je ne peux pas vous montrer ce livre parce que je l'ai écouté en livre audio. Vous avez une très belle lecture qui est accessible gratuitement en anglais sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Chaptervox. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Je sais que la femme qui lit ce texte, qui le lit très bien d'ailleurs, je trouve sa voix très adaptée à l'histoire, lit très distinctement et très doucement, donc si vous êtes un minimum à l'aise en anglais, je pense que vous pouvez essayer, sinon pas de souci, vous pouvez trouver ce roman édité en français. Je sais pas si on a certains qui ont vu la série Castlevania, donc adaptation par Netflix en animé du jeu vidéo du même nom, mais dedans vous avez un personnage de vampire féminin qui s'appelle Carmilla, et il se trouve que j'ai compris pourquoi en lisant ce livre. Le deuxième livre, je ne l'ai pas non plus sous la main, mais il s'agit du tome 1 de la saga de fantasy Les Salauds Gentilshommes de l'auteur américain Scott Lynch. C'est le premier tome sur 7 annoncés, mais sachez qu'à mon sens, le tome 1 se suffit à lui-même et que vous pouvez tout à fait choisir de vous arrêter là. À la fin du roman, les personnages vont voguer vers d'autres aventures, mais l'intrigue dont il est question dans ce tome est résolue, donc voilà, ce tome 1 a une fin en soi. J'ai ce livre depuis un certain temps dans ma bibliothèque, puisque je l'ai trouvé il y a 3-4 ans chez Emmaüs. J'avais acheté à l'origine, après avoir vu une vidéo de la chaîne Olala Chick. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Cette nana, elle est juste absolument merveilleuse. Je la trouve excellente. Elle lit aussi bien de l'imaginaire que du classique, du contemporain. Et ses avis sont juste à chaque fois hyper riches. Enfin, je vous recommande à 2000% sa chaîne. Et en fait, j'ai sorti ce livre très récemment des tréfonds de ma palle à cause de l'avis très élogieux que les mots de l'imaginaire a fait dessus. Ça a un petit peu repiqué ma curiosité et je me suis dit, mais tiens, pourquoi est-ce que tu as tardé autant à le lire? Ce roman se concentre sur la pègre d'une ville imaginaire, Camorre, qui est une sorte de Venise médiévalo-fantastique. Les héros forment un groupe de criminels nommés les Salauds Gentilshommes, dirigés par un certain Locke Lamora, d'où le titre de la saga et le titre du premier tome, Les Mensonges de Locke Lamora. Et la particularité des Salauds Gentilshommes, c'est d'avoir pas mal de culot. En fait, aux yeux de tous, y compris du chef de la mafia, ce sont de petites frappes pas spécialement douées, sauf qu'en réalité, ce sont des virtuoses de l'arnaque et de la mascarade. Et du coup,
Ils sont blindés aux as, mais personne ne le sait. C'est ce qui est sympathique dans ce récit, c'est que la force des salauds gentilshommes, ce n'est pas la violence, mais c'est la ruse, c'est la mise en scène, c'est le jeu d'acteur, ce sont les costumes, c'est le maquillage et leur connaissance des us et coutumes des différentes strates en fait de la société de la ville de Camor, qui leur permet de se faufiler partout et d'imaginer des scénarios adaptés à chaque situation. C'est ce qui fait que malgré le côté sombre et violent de ce récit, puisqu'on est quand même dans une société où il y a des inégalités fortes, il y a de la criminalité. En fait, vous allez quand même bien rigoler dans cette histoire qui enchaîne les situations et les dialogues comiques, cocasses, toutes les blagues, toutes les petites touches d'humour, toutes les petites piques que s'échangent les personnages rendent super bien en français. Je pense d'une part grâce au style de Scott Lynch et grâce à la traduction qui, je pense, est absolument excellente. Déjà, à mon sens, un bon argument et une bonne raison d'apprécier ce livre. Mais moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'univers dans Les Salauds gentilshommes. Je trouve ça assez bien fait parce que on n'a pas des pages et des pages de description, mais on a des petits détails qui donnent un côté très finement ciselé à cet univers. C'est vraiment des petits détails qui concernent en fait le quotidien de la vie à Camor. Les détails de l'architecture, qu'est-ce que c'est que les loisirs dans cette ville, comment sont organisés les différents quartiers et pourquoi ils ne se ressemblent pas, ou encore des petites informations sur qu'est-ce que c'est que la gastronomie locale, des descriptions assez détaillées de plats tous plus dingues les uns que les autres parce qu'en fait la magie est utilisée pour faire des choses complètement folles en cuisine. Au début je pensais lire en fait quelque chose d'assez classique, mais en fait non, par plein de petits détails, l'auteur construit vraiment un monde bien à lui. Alors, franchement, j'ai passé un très très bon moment et je vous recommande très fortement d'essayer Les Salauds gentilshommes. Le troisième livre, cette fois-ci, je vais avoir quelque chose à vous montrer. Il s'agit d'un one-shot de science-fiction intitulé Fille de l'eau de l'autrice finlandaise Emi Itäranta. Pour info, je trouve que la couverture de ce livre est assez ratée, un petit peu cheap et pas forcément représentative de ce que vous allez trouver à l'intérieur. Emi Itäranta imagine un futur dans lequel on n'a pas toutes les explications, mais il semblerait que l'ordre mondial ait été un petit peu bouleversé. Et le plus important, c'est surtout que l'eau est devenue une ressource extrêmement rare et précieuse et que du coup, elle est très contrôlée par le gouvernement et chaque habitant a le droit à un quota en eau extrêmement limité. L'action va se concentrer sur la situation dans un petit village dans un pays nordique où on va suivre le quotidien de notre héroïne Noria, de sa famille et de ses amis. Dans ce livre, il y a un message de fond écologiste puisque on va explorer la thématique de l'épuisement des ressources, mais aussi des inégalités face à la répartition de celles-ci. Mais une bonne partie du livre est avant tout très poétique puisqu'il se concentre sur le vécu de l'héroïne en tant que maître de thé. En effet, Noria, comme son père, pratique l'art de sélectionner, préparer et servir le thé dans le cadre d'une cérémonie et au sein de leur maison qui est une maison de thé. Ainsi, bien que l'autrice soit finlandaise, le roman est très clairement imprégné d'une influence asiatique puisque cette manière de servir et de consommer le thé, c'est quelque chose qu'on peut retrouver en Chine ou au Japon par exemple. C'est un très joli récit et on a toute une sensibilité qui transparaît. On va vraiment s'attarder sur les émotions que ressent Noria au contact de l'eau, au contact du thé, au contact de la végétation dans ce jardin dont elle a la chance de bénéficier puisque pour la plupart des gens c'est un véritable luxe qu'ils ne peuvent plus se permettre. Dans tout le livre, on a ce contraste en fait avec
Cette ambiance très douce, très apaisante, très préservée de la maison de thé versus la violence du monde dans lequel vit en fait Noria. Puisque vous avez quand même des gens qui sont en très mauvaise santé, qui tombent malades, voire qui meurent à cause de l'insuffisance de l'eau. C'est un roman qui m'a beaucoup plu. À travers toute cette thématique du thé, j'ai retrouvé en fait des sensations, ces moments un petit peu hors du temps que j'ai pu passer en Asie quand j'ai été amenée à aller dans des salons de thé. Donc voilà, ça a touché un petit peu ma corde sensible personnelle. Après, je ne sais pas si ça sera le cas pour tout le monde. Je dirais que si ce que vous recherchez, c'est avant tout une intrigue bien ficelée, plus qu'une ambiance dans laquelle vous allez vous laisser transporter, je vous recommanderais pas forcément ce livre parce que vous risquez d'être déçu au niveau du scénario. Mais par contre, si toutes les thématiques que j'ai pu évoquer vous intéressent, là j'ai envie de dire pourquoi pas vous laisser tenter. Le livre suivant devrait t'intriguer si tu as aimé ma précédente vidéo sur les livres qui rendent fou et qui font un peu peur, puisque je vais te parler d'un roman horrifique intitulé Malpertuis. C'est un roman assez court, encore une fois, d'un auteur belge qui s'appelle Jean Ray, qui est paru dans les années 70. J'ai eu envie de le découvrir puisque c'est un titre qui revient régulièrement parmi les références du fantastique francophone. Que dire sur ce livre? Alors déjà que c'est un vrai récit d'horreur que je déconseille très clairement aux plus sensibles d'entre vous. Pas que ce soit excessivement gore, mais ça fait peur et c'est plutôt dérangeant. Ensuite, élément non négligeable, l'entrée en matière dans ce livre est assez difficile et laborieuse. On change 3 fois de cadre et de narration en quelques dizaines de pages. C'est vraiment difficile à suivre. Ensuite, heureusement, les choses se stabilisent un peu et vous comprenez que vous allez suivre un groupe de personnages qui résident dans un domaine intitulé Malpertuis. Et dès le début, cette maison vous est présentée comme sombre, inhospitalière, voire franchement carrément horrible. Vous allez me dire pourquoi du coup ils s'embêtent à vivre dans un endroit pareil, hein. Il se trouve que toutes ces personnes qui sont assez nombreuses restent et vivent dans la maison puisque avant de mourir, l'ancien propriétaire, un vieux monsieur assez riche qui s'appelle Cazenave, a demandé à tous ses prétendants héritiers de venir résider dans son domaine de Malpertuis. L'idée, c'est que tant qu'ils vivent à Malpertuis, ils vont être nourris et logés gratuitement aux frais de la princesse et que le dernier survivant d'entre eux héritera de l'immense fortune qu'a laissé Cazenave derrière lui. Et forcément, tout de suite, ils sont tous un petit peu motivés par l'appât du gain. À partir de là, non seulement il va se passer des trucs plutôt glauques à Malpertuis, mais en plus de ça, vous allez avoir la sensation que il y a quelque chose qui cloche, sans vraiment réussir à mettre le doigt sur quoi. Du moins, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ce qui fait que globalement, j'étais certes intriguée, mais franchement plutôt sceptique. Je peux pas non plus dire que j'ai passé un moment de lecture ultra délectable. Mais à la fin, quand la résolution est tombée, et là j'avoue, je me suis dit c'est pas mal. Ça explique certaines choses qu'on comprenait pas trop et moi finalement ça a un petit peu rehaussé positivement mon avis sur ce livre. Je vous le recommanderais si l'horreur c'est plutôt votre truc et si le peu que je vous ai dit de l'intrigue ça a un petit peu titillé votre curiosité. Puis si vous aimez peut-être bien ce genre d'histoire où vous êtes un petit peu perdu tout le long, vous pigez pas trop,
mais à la fin vous allez un petit peu avoir la clé de lecture qui explique tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après c'est pas non plus un truc de fou, hein, mais encore une fois c'est pas trop mal ficelé. Et je termine avec un petit recueil de nouvelles. Et oui, parce qu'il n'y en avait pas encore eu dans cette vidéo, vous vous disiez mais que se passe-t-il? Elle déroge à ses habitudes. Je vous parle de science-fiction avec Jardin de poussière de Ken Liu, auteur américain d'origine chinoise. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont apprécié ce livre ou qui m'ont demandé mon avis sur ce livre. J'avais été touchée au cœur par son premier recueil, La ménagerie de papier. J'en avais parlé sur une des toutes premières vidéos sur ma chaîne. Liu, c'est un auteur qui, à mon sens, est très impressionnant parce que il est à l'aise avec beaucoup d'exercices différents. Il est capable donc d'écrire des textes qui font appel à notre capacité de raisonnement, à de l'anticipation sur ce que pourraient donner les évolutions de la science, de la technologie, sur à quoi pourrait ressembler le futur. Des textes qui finalement vont plutôt parler à notre cerveau, mais aussi d'écrire des textes qui vont parler au cœur, très sensible, parfois avec une dimension très personnelle, très orientée sur la psychologie des personnages. Le côté pointu de sa science-fiction ne le rend absolument pas inaccessible, bien au contraire. Je pense que franchement Ken Liu, il est juste capable de conquérir la terre entière en fait. Dans ce recueil, à l'image de ce que je viens de vous dire, on aborde toute une variété de thèmes, dont certains qui lui sont chers et qu'on avait d'ailleurs déjà dans La ménagerie de papier. On a plusieurs nouvelles qui vont mettre en avant le rapport parent-enfant et notamment le rapport que peut avoir l'enfant aux parents absents, aux parents qui n'est pas là, aux parents qui travaillent beaucoup, qui part loin et qu'on ne voit pas souvent. On sent que c'est un thème qui travaille Ken Liu et il le dit lui-même, c'est le cas depuis que lui-même il est papa. Ken Liu, c'est aussi quelqu'un qui va s'interroger sur qu'est-ce que ça fait d'avoir deux cultures ou comment on fait pour faire communiquer deux cultures qui sont très différentes. Je pense que c'est quelque chose qui est récurrent et qui revient chez lui parce que c'est un Chinois mais qu'il vit depuis des années et des années aux États-Unis et que je pense que c'est une problématique auquel il est confronté et auquel ses enfants sont confrontés. Toute cette question sur comment assumer, comment vivre son rapport à sa famille, à son héritage, au passé, tout ce questionnement identitaire. Il y avait aussi deux récits qui viennent très tôt dans le recueil qui sont très ancré dans la tradition chinoise. Vous avez une première nouvelle qui revisite la figure de la femme renarde que vous avez au Japon mais que vous retrouvez aussi en Chine. C'est une nouvelle qui est assez emblématique d'un genre qui a poussé Ken Liu qui s'appelle le silkpunk, une sorte de steampunk mais version asiatique. Pour information, cette nouvelle qui s'appelle Bonne chasse ou Good hunting en anglais a été adaptée à l'écran puisque c'est un des épisodes de la série Love, Death, Robots. Je vous le recommande, ça vous donnera un petit peu une idée de ce que c'est que le steampunk. Vous avez également une nouvelle qui est très représentative de la tradition chinoise de la fantasy. En fait, l'équivalent de notre fantasy qui se déroule souvent dans un Moyen-Âge européen, en Chine, ce sont des récits qui se déroulent justement en Chine ancienne. En Chine, vous avez toute une littérature qui s'appelle le wuxia, qui serait apparu à la période très mouvementée des royaumes combattants, qui va mettre en scène des héros qui maîtrisent les arts martiaux, qui sont souvent appelés aussi des chevaliers errants. En fait, c'est la traduction du mot wuxia. Et parfois, vous allez même retrouver de la magie, des démons, des créatures, avec des personnages qui sont des dieux, ce qu'on appelle les immortels. Là, on va être dans ce qu'on appelle en général le xianxia. Du coup, ça va être une fantaisie qui va être très inspirée des religions bouddhistes ou taoïstes. Là, on est typiquement dans ce genre de choses, centré même sur encore un autre sous-genre, puisque Ken Liu reprend la figure de ce qu'on appelle la Nuxia, une guerrière femme qui a aussi des pouvoirs et des capacités souvent exceptionnelles, dont le trait typique, c'est d'être très libre et de mener ses propres combats. Figure qui est très intéressante
intéressante. Et voilà, c'est un petit récit court, sympa. Et ça peut vous permettre un petit peu en fait, de découvrir ce genre qui finalement est assez peu représenté en France parce que on a très peu de récits de wuxia qui sont traduits. Ça, on a aussi un certain nombre de nouvelles, celles qu'on retrouve plutôt vers le milieu, qui va s'interroger sur le rapport à la science. Qu'est-ce que la science peut apporter de bien en termes d'évolution ou au contraire de plus inquiétant? Un petit peu à la manière de la série Black Mirror. On est typiquement dans ce genre d'anticipation. Comme dans la ménagerie de papier, on a une nouvelle très intéressante qui est consacrée à la discrimination au faciès en fait, et comment on pourrait lutter contre les inégalités sur la base de à quoi on ressemble en fait au physique des personnes. Et je crois que la nouvelle que j'ai préférée, que j'ai adorée, c'est une nouvelle qui s'interroge sur les actions humanitaires. Et je vais juste vous dire de quoi ça parle parce que franchement je trouve ça génial. C'est une nouvelle qui va confronter deux approches. Une approche assez classique, donc qui va mettre en scène une héroïne qui occupe un poste assez important en fait dans une association humanitaire et pour qui les actions humanitaires doivent se baser sur une analyse fine géopolitique de la situation. On va être amené à plus ou moins soutenir telle ou telle population parce que si on le fait ou qu'on ne le fait pas, ça peut présenter des risques aussi en termes d'équilibre international et de ce que ça pourrait déclencher en termes de conflits avec d'autres pays. Approche en fait finalement assez raisonnée encore une fois. De l'autre côté, vous allez avoir en fait tout un système complètement officieux qui va se mettre en place, qui va être proposé en fait par une autre femme, qui va proposer aux gens de soutenir ou pas, de donner de l'argent ou pas pour telle ou telle cause humanitaire sur la base d'une expérience en réalité virtuelle. Ce qui fait que vous allez par exemple, pouvoir vous retrouver au beau milieu d'un paysage de guerre civile, avec tout ce que ça présente d'absolument horrible. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et hyper pertinent comme réflexion et que c'était très dur en fait d'arriver à y voir clair dans tout ce qui nous était proposé. Pour finir, juste pour terminer, vous avez toute une dernière partie du recueil qui est peut-être celle que j'ai la moins préférée mais qui est dédiée à l'espace et l'exploration spatiale. Si c'est quelque chose que vous aimez, sachez qu'encore une fois c'est présent dans ce livre. En tout cas, très clairement, encore une fois, je suis totalement bouche bée devant le talent de Ken Liu. Je suis fan, j'adore ce qu'il fait. La vidéo touche à sa fin et je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé ça cool, si mes avis vous ont intéressé, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ou encore mieux à venir en discuter avec moi en commentaire, ça sera encore une fois avec grand plaisir. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous retrouve bientôt pour continuer à parler d'imaginaire. Allez, salut!